chers amis. Je ne suis ni agriculture, ni agronome, ni en quoi que ce soit spécialiste des filières agroalimentaires. Je dois dire que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et de sympathie la discussion de ce matin. Sympathie et intérêt pour deux raisons que je commenterai. La première, c'est l'importance de la recherche-action, quels sont ses enjeux dans le monde d'aujourd'hui. Et la seconde, parce que dans tout mouvement social, le changement d'échelle est un moment de grandes opportunités et de grands risques qui impose des changements d'attitude, des changements de priorité. Et si je peux contribuer aussi peu que ce soit par cet échange à l'éclairer, ça me fera plaisir. Qu'est-ce qu'on peut apporter de l'extérieur dans une réflexion sur ce changement d'échelle? Trois choses, me semble-t-il, et ce sera mon propos de ce matin. D'abord, ce que j'aurais envie d'appeler, pour reprendre d'ailleurs un des intervenants, des mots pour le dire. Les mots qu'on utilise pour décrire sa réalité jouent un rôle absolument déterminant parce qu'ils structurent une vision du monde en réalité. Vous l'avez illustré avec le mot consommateur. Prendre les mots des autres n'est jamais neutre. Et donc la question de la manière dont on désigne la réalité dont on parle est totalement structurant. Donc réfléchir aux mots qu'on utilise pour dire les choses est le premier rapport peut-être qu'on peut avoir. Le second est ce que j'appellerais le désenclavement. Dès lors que l'on change d'échelle, on ne peut plus se centrer seulement sur ces objets initiaux. Il faut chercher d'autres alliances à l'extérieur et à ce moment-là se reconnaître à l'intérieur d'un combat d'ensemble. Mais de quel combat d'ensemble et pourquoi faire? La question se trouve posée, c'est là-dessus qu'on peut cheminer. Troisièmement, changer d'échelle, c'est s'inscrire dans une stratégie de changement de la société. Est-on en mesure de penser une stratégie de changement? Et pour cela, puisque le terme de pouvoir a été évoqué par exemple, de comprendre tout simplement qu'est-ce qui fait que ce changement est aussi difficile pour que les moyens toujours limités puissent être affectés au mieux. Quelle est ma posture dans l'affaire et comment je vais essayer d'éclairer ces points? Je me définis effectivement moi-même comme un chercheur-acteur, puisque, pour reparler des lieux d'où l'on parle, un terme que j'aime beaucoup aussi, que j'ai entendu, j'ai eu deux demi-vies, si je puis dire. J'ai été pendant 20 ans haut fonctionnaire, comme on dit, donc au service de l'État français. Et depuis 25 ans, j'ai animé, et maintenant je préside, la Fondation Charles-Paul Mayer, dont l'objet est, excusez-moi du peu, de dire nous sommes engagés dans une formidable transition, dans une course de vitesse. Comment la penser, cette transition, et avec qui? Cette posture d'acteur-chercheur me tient à cœur. J'ai essayé de tenir cet équilibre pour moi-même toute ma vie. Et je suis devenu théoricien par nécessité. Un des livres que j'ai écrit porte sur la réforme de l'État, il s'appelle L'État au cœur. Et je raconte avec mon collègue comment, en bon praticien cherchant à corriger des dysfonctionnements de l'État, j'en suis venu à interroger la théorie sous-jacente à l'État et du coup à devenir un théoricien de la gouvernance à partir de ma pratique. Et puis j'ai eu la même démarche au sein de la Fondation quand je me suis rendu compte que l'obstacle majeur à la transition était l'incapacité à penser une alternative à l'économie actuelle et que la plus grande urgence aujourd'hui est de construire intellectuellement cette alternative.
mais de le construire à partir de faits concrets. Et je définis ma démarche dans le livre comme bricoleur et braconneur. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher les idées partout, de l'industrie à la bio et de l'ethnologie aux sciences politiques ou à la physique théorique, peu importe d'où vient l'outil, du moment qu'il m'éclaire. Et puis bricoleur, parce que l'acte de création est un acte de bricolage avec tout ça de perspective. Et donc c'est ce qui m'a amené petit à petit à dire, au fond, les obstacles majeurs au changement sont théoriques. C'est la capacité à penser le monde avec un autre regard qui est l'obstacle radical aujourd'hui. Et qui fait que, tout en dirigeant une fondation tournée vers l'action, moi-même j'ai consacré un temps non négligeable sur les 15 dernières années à écrire une théorie de la gouvernance et une théorie de l'économie, dont je vais extraire les quelques commentaires que je ferai, et qui s'appelle l'essai sur l'économie. Alors mon premier commentaire va porter sur la recherche-action. Quels en sont les enjeux aujourd'hui, et en particulier au moment où vous changez l'échelle. Alors il y a un premier enjeu qui est à la fois éthique et d'épanouissement personnel. Je ne crois pas que l'on puisse, en tant qu'être humain, marcher sur une seule jambe. Je ne crois pas que l'on puisse être seulement dans l'action ou seulement dans la réflexion. Pour moi, c'est une très grave mutilation. Et le devoir de penser comme le devoir d'agir font partie de l'équilibre des individus et l'équilibre des institutions. En d'autres termes, il me paraît essentiel pour un groupe comme le vôtre de dire nous faisons de la recherche-action non pas parce que nous avons dans ce groupe à la fois des acteurs et des chercheurs, mais parce que, par la simulation des uns et des autres, chacun devient acteur-chercheur de sa propre réalité, les uns sur la compréhension de la sociologie et de l'histoire de l'INRA, et pas seulement sur la compréhension de la bio, et les autres en élaborant, à partir de leur pratique, une pensée. Donc, premièrement, un enjeu d'équilibre personnel institutionnel. Deuxièmement, et mes deux seconds points porteront sur les enjeux presque de connaissance et de combat actuels. L'enjeu majeur aujourd'hui est de penser la complexité. Tous nos systèmes sont des systèmes de réduction, de découpage, que l'on regarde les systèmes de gouvernance, les systèmes de production, etc. Et du coup, il n'est pas étonnant qu'on soit incapable de penser simultanément à la question écologique, la question existentielle, la question sociale et la question économique. Donc l'enjeu est de penser et de gérer la complexité. Fort bien, mais comment on accède à la complexité? Et en réalité, on s'aperçoit qu'on ne la rencontre que dans le concret. En d'autres termes, dès lors qu'on dit il faut penser à la complexité, découle l'idée suivante, il faut penser avec ses pieds. On ne pense pas avec sa tête, on pense avec ses pieds. On pense à partir de réalités locales. Toute approche autre est nécessairement segmentée, délimitée par un objet disciplinaire ou par un objet thématique. Mais penser avec ses pieds, ça veut dire qu'on prend à rebours le slogan « penser globalement » et agir localement. J'ai jamais compris qui pensait globalement et qui pensait à ma place, parce que penser globalement, ça veut dire souvent penser à ma place. Mais en sens inverse, je crois que le slogan seulement penser localement, agir localement serait faux. Il faut penser localement pour agir globalement. Et les deux, et de ce fait, le lieu du concret est le lieu principal de la pensée. Et ça, il faut l'assumer et le construire. La troisième raison est liée au fait d'une société en mouvement. Ce qui m'a conduit historiquement à devenir théoricien, à partir de ma posture de praticien, c'était de me rendre compte que les théories qu'on m'avait mis dans la tête ne reflétait en rien la réalité que je vivais. Et comme j'ai une formation scientifique,
ma propension a été de dire quand ce que je vois est différent de ce qu'on m'enseigne, c'est le réel qui a raison. Alors pourquoi ce décalage fondamental aujourd'hui, parce qu'on est une société en mouvement, entre ce que je vois et ce qu'on m'enseigne. John Maynard Keynes, le grand économiste, avait fort bien résumé cette raison en disant « Les hommes politiques sont les esclaves, le mot est fort, d'économistes morts depuis longtemps et dont ils ignorent le nom. » Je crois que sa formule décrit bien une réalité fondamentale de nos sociétés, que j'appelle la théorie des décalages, c'est que dans une société, tout n'évolue pas à la même vitesse. Et ce qui évolue très lentement, c'est les systèmes de pensée et les grands systèmes institutionnels. Et je décris dans mon livre comment les grands systèmes de pensée et les grands systèmes institutionnels, l'université, la structuration de la science, l'État, la plupart de nos grandes institutions, la théorie économique, dans son fondement, n'a pas changé depuis 200 ans. En d'autres termes, nous vivons avec des modes de pensée, nous vivons avec des systèmes institutionnels, hérités les uns du siècle des Lumières, les autres de la transformation de notre royauté en république, du passage de la monarchie à la démocratie parlementaire, et pour Adam Smith, l'interpellation de l'époque de l'économie administrée, avec un système de pensée, et avec un type de défi, et avec des échelles d'interdépendance qui étaient ceux du XVIIIe siècle, qui n'ont que très peu à voir avec nos réalités. Et ceci pèse comme une formidable chape de plomb sur notre capacité à penser notre changement. Car nous pensons le monde de demain avec le système d'idées d'hier, et nous le gérons avec les institutions d'avant-hier. Et donc, interpeller le système de pensée et interpeller le système institutionnel est une urgence absolue de l'action. Parce que si vous utilisez des outils intellectuels et si vous vous subordonnez à une certaine vision des institutions qui ont été fabriquées dans d'autres temps, vous devenez, comme les hommes politiques de John Maynard Keynes, les esclaves de théoriciens morts depuis longtemps et dont vous ne connaissez pas le nom. Et la force de la recherche-action est de partir du réel pour essayer de reconstruire. Ça implique une grande ambition, qui est d'oser reconstruire. J'en viens maintenant, du coup, à la question du changement d'échelle et de ce qu'il implique. Il implique d'abord un changement de posture personnelle. C'est assez simple d'être à la fois un bon et un marginal. Et la plupart de ces mouvements se pensent comme étant du côté des bons, voire du côté des purs. Je faisais une conférence à Londres il y a 2 ans sur la question de la société civile internationale. Et je leur disais un peu à la manière dont vous avez interrogé la question du pouvoir, c'est très étonnant, la société civile, je n'y rencontre que des partisans du bien. Mais alors, d'où vient le mal ? Il y a une espèce de posture, si vous voulez, qui est facile tant qu'on est dans le marginal, qui est du côté d'être du bien. Quand on change d'échelle, on en vient à gérer. Et c'est une des raisons pour lesquelles le monde associatif s'organise toujours pour perdre. La plupart de ces mouvements s'organisent pour perdre. Et pour une bonne raison, c'est que gagner, c'est gérer. Gérer, c'est construire des compromis. Et construire des compromis et se compromettre, c'est la même chose. C'est prendre en compte la logique des autres. Et de ce point de vue, il y a dans mon dossier, dans le dossier que vous a préparé Claire, un petit texte d'une conférence que j'ai faite au mois de mars, justement, avec le réseau très intéressant Territoire et économie sociale et solidaire. Ça ressemble beaucoup. Et la tendance de ce genre de mouvement, dans ce cas,
et de se décrire comme un mouvement qui va en quelque sorte conquérir le monde sans se changer lui-même. On a dit, mais écoutez, le manifeste de Rochdale, ça date de 1830. Si l'économie sociale et solidaire était en train de renverser par un mouvement irrépressible l'économie classique moribonde, ça se saurait. Et donc la posture de changement d'échelle, c'est une posture d'accepter que, décidément, on veut faire partie de ceux qui construiront l'économie dominante de demain. La conséquence immédiate est qu'il faut se sentir partie prenante de la construction d'une alternative d'ensemble. Et l'enjeu de construire une alternative d'ensemble est à la fois théorique, est-on capable de la penser, de se donner une vision qui va guider les différents pas de la stratégie, et de se demander avec qui on le pense. Parce que la vision alternative, ce n'est pas une vision alternative seulement des systèmes agroalimentaires. C'est une vision alternative de l'économie, du système de production et d'échange. Et donc, vous n'échappez pas non seulement à faire alliance, ça a été évoqué, mais à construire un objet commun qui aille au-delà encore des filières agroalimentaires. Alors, effectivement, c'est la raison, et dans cette optique des mots pour le dire, qu'après avoir beaucoup hésité, j'ai repris pour désigner notre objet commun le mot économie. Alors, qu'est-ce qu'ajoute le fait de mettre un O devant économie ? En réalité, tout. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'économie ? Ça n'est rien d'autre que de dire « et si on revenait à l'étymologie du mot économie ?» Économie est formée de deux mots grecs, oikos, qui est le foyer domestique, propriété familiale, etc., et nomos, qui sont les règles. Jusqu'au XVIIIe siècle, il n'est pas anodin d'observer qu'on parlait d'économie et pas d'économie. Et la meilleure définition qui en a été donnée, je trouve, c'est par le botaniste Carl von Linné, au XVIIIe siècle, peu de temps avant que, sous l'influence de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on laisse tomber le haut du et pour détacher quelque part l'économie de la réalité concrète, et c'est pas neutre. C'était effectivement, comme on le retrouve dans l'expression économie ménagère ou économie domestique, l'art d'accommoder les restes, l'art de produire le bien-être de tous avec des ressources rares. Or, c'est exactement ça, l'objet de la transition, de prendre en compte le fait que la révolution industrielle, conduite par le seul Occident, donc par une toute petite minorité de la population mondiale, capable à la fois par la science et par les armes de prendre la maîtrise des ressources naturelles du monde entier, qui a créé une parenthèse de l'illusion des ressources naturelles infinies. C'est cette parenthèse qui se referme aussi bien par la pression de l'écologie que par la pression de la Chine, et qui nous amène à repenser dans des termes dont n'auraient pas rougi les économistes d'avant la révolution industrielle, qui est de dire nous avons des ressources rares et le développement de la société repose sur l'art de gérer ces ressources rares. Donc désigner par un mot, en se réappropriant l'histoire, me paraît extrêmement important dans le combat. Parce que le complément de la recherche-action, qui consiste à dire racontons les choses comme elles sont et ne nous subordonnons pas aux économismes morts depuis longtemps et dont nous ne connaissons pas le nom, pour reprendre l'expression de Keynes, c'est aussi, et ça a été évoqué tout à l'heure, de s'interroger sur la genèse des institutions et des idées. Tant qu'on ne comprend pas comment historiquement une idée ou des institutions se sont construites, on les prend pour des évidences intemporelles. C'est la tragédie et de l'État et de la démocratie.
On considère que ce qu'ont écrit Montesquieu ou les philosophes de l'époque sur la démocratie parlementaire est quelque chose d'indépassable. Et pour moi qui viens de vivre l'échec cinglant de la conférence Rio+20, je peux voir à quel point ces concepts sont devenus des obstacles radicaux à surmonter nos interdépendances. Donc, pour déconstruire, il faut relativiser. C'est-à-dire comprendre d'où c'est venu. Si on ne comprend pas d'où c'est venu, ça s'impose à nous pour des évidences. Pourquoi la théorie économique s'est construite comme ça? Avec quels outils de l'époque? Pour ne prendre qu'un exemple, mais de détail, l'économie classique continue à véhiculer des baudruches comme le marché parfait, uniquement parce qu'au XVIIIe siècle et au début du XIXe, le modèle de référence de la science, c'était la mécanique classique. On l'a complètement oublié. C'était la seule vision du monde qu'on pouvait transposer dans la science. Donc il est fondamental de dire, voilà, l'alternative, c'est maintenant de construire l'économie, et on va essayer d'en faire des éléments de cohérence. Alors, et le troisième chose qu'implique le changement d'échelle, effectivement, c'est de s'expliquer sur les stratégies de changement, et j'en dirai un mot en fin de la conversation, si vous m'en laissez le temps. Alors, comment définir l'économie, en construire des concepts, en vérifier la fécondité et l'utiliser dans l'action? À cause de ma longue fréquentation de l'économie sociale et solidaire, notamment, je me suis dit, on ne combat pas quelque chose avec rien. J'entends par là que l'économie dite classique, les fondements de l'économie libérale, repose maintenant sur un ensemble d'axiomes et de représentations du monde grossièrement faux. Mais alors, d'où vient sa force? Là, je citerai Paul Krugman, le prix Nobel d'économie, qui dit les idées reçues sont une force beaucoup plus grande que les intérêts en présence. Donc, bien entendu qu'il y a de formidables intérêts en présence qui ont intérêt à la poursuite de l'économie dominante, mais le plus gros obstacle est dans le système de pensée. Et quelle est la séduction majeure de la théorie économique classique, celle qu'on enseigne partout dans les premières années d'économie, dans les facultés d'économie du monde entier? C'est comme ça qu'on formate nos jeunes. Elle vient de sa cohérence. C'est-à-dire c'est une théorie fausse, mais qui donne une représentation cohérente du monde. Depuis la microéconomie, l'homo economicus, les choix rationnels, etc., jusqu'à la macroéconomie mondiale, elle donne une image cohérente du monde. Et si l'on n'y oppose que des propos de résistance, au bout du compte, elle gagne. Et donc, je me suis dit, sur quoi fonder la cohérence d'une représentation alternative? Et en bon bricoleur, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, qui était ce que j'avais travaillé comme théorie de la gouvernance. Là, je ne m'appesantirai pas sur cette dimension, mais simplement pour attirer peut-être votre curiosité. Dès lors que l'on dit, mais au fond, le système de production et d'échange n'est qu'un domaine parmi d'autres de la gestion des sociétés, et ce qui est l'approche la plus générale, c'est la théorie de la gestion de la société, la théorie de la gouvernance, alors peut-être que ce que j'ai découvert sur la gouvernance en général va être applicable au domaine de la production et de la consommation en particulier. Donc tout mon cheminement était de dire, utilisons les outils intellectuels, et j'ai trouvé que finalement ça fonctionnait bien. Donc j'ai repris dans mon livre un par un les 5 principes constants de gouvernance que j'avais identifiés: légitimité, citoyenneté, démocratie, pertinence,
des outils par rapport aux objectifs poursuivis, coproduction du bien public et articulation des échelles de gouvernance. Et je l'ai appliqué systématiquement pour analyser des questions comme la monnaie, comme les filières, comme la responsabilité des acteurs, etc., etc. Alors, je n'extrairai de ça, rassurez-vous, que quelques points, mais encore une fois, en insistant sur l'enjeu stratégique de votre combat, qui est d'être porteur d'un propos de cohérence. On ne peut pas vouloir changer d'échelle et ne pas s'affronter à cette question de la cohérence d'ensemble, de la vision dont vous êtes porteur. Alors, un premier point qui me paraît intéressant de souligner est celui d'acteur pivot. Cette notion d'acteur pivot, toujours une démarche de bricolage, mais venue d'une observation de l'histoire, en particulier de ce qui s'est joué au Moyen-Âge, et de ce qui s'est joué dans le passage entre le Moyen-Âge et la modernité. Et je me suis aperçu, grosso modo, qu'à tout moment, une société avait des acteurs pivots, c'est-à-dire des acteurs qui n'étaient pas forcément les plus puissants. Le roi, par exemple, a passé beaucoup de temps à émerger par rapport à la féodalité, mais dont la caractéristique est qu'il a réorganisé le jeu autour de lui. Et je me suis dit, dans ce système de production et d'échange, quels sont les acteurs pivots du XXe siècle? Ce sont la très grande entreprise d'un côté et l'État de l'autre. Pourquoi ces deux acteurs pivots sont essentiels? Parce que pour construire la cohérence d'une société, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir à la fois une cohérence horizontale, incarnée par une gouvernance territoriale, à l'échelle nationale dans le cas de l'État, et une cohérence verticale qui organise le système de production. Et que c'était la combinaison de ces deux acteurs qui structurait à un moment donné le système de production et d'échange. Alors je me suis demandé, est-ce qu'ils sont bien adaptés au monde de demain, puisque tous les deux sont la grande entreprise, y compris dans ses statuts, et l'héritière directe des associations d'actionnaires pour mener le grand commerce au XVIe siècle. C'est la transposition petit à petit, y compris du statut juridique, l'entreprise n'est qu'une association de propriétaires, dans ses statuts mêmes. Est-ce que ces deux acteurs sont en mesure de relever les défis de demain? Et la réponse est non. Donc, une des questions exploratoires majeures est de se demander quels peuvent être les acteurs pivots de demain qui gèrent les interdépendances mondiales et qui sont capables de gérer à la fois les cohérences écologiques, sociales et économiques. Et j'en ai vu émerger deux principaux auxquels je consacre d'assez longs développements, qui sont au plan horizontal des territoires. Entendons par territoire quelque chose de volontairement vague, sur lequel je vais revenir, mais qui en gros correspond aux bassins d'habitat, aux zones d'échange privilégiées du quotidien, etc., qui donc chez nous se situent quelque part entre la communauté de communes et la région, pour faire bref, les aires urbaines, enfin ça, les pays, ça prend beaucoup de vocabulaire, mais c'est autant d'approximation du fait qu'au-delà des frontières administratives et politiques traditionnelles, il y a des espaces d'interdépendance privilégiés qui sont en train d'émerger. Et ce sont les filières. Ce sont les filières, et les deux pour les mêmes raisons, c'est que ce sont des lieux possibles de cohérence entre l'économique, le social, le technique et l'écologique. Donc, construire une alternative, c'est construire ces acteurs pivots. Et les construire, c'est les construire comme acteurs sociaux, capables d'agir, capables de s'engager, capables de peser. Et pour cela, il faut faire une différence, pas familière en France, entre acteurs sociaux et institutions. Nous sommes
un monde hyper institutionnalisé en France. Et quand vous parlez d'un territoire, les gens entendent collectivité locale. Entendent non pas la société locale, mais une institution qui la représente administrativement et politiquement. Mais un territoire en tant que tel, en tant que société, n'a même pas conscience d'être un acteur. Donc la question comment est-ce qu'on construit l'acteur est majeure. De même, les filières, tant qu'on n'aura pas construit en s'appuyant sur les évolutions des normes ISO, en construisant, et j'ai entendu des choses fort intéressantes ce matin tout à l'heure à propos de Biolay sur les modes de contractualisation entre les acteurs, sont une abstraction pour l'instant, les filières, enfin quelque chose qu'on peut décrire sociologiquement ou économiquement, mais ne sont pas des acteurs sociaux. Donc le mode de construction de ces acteurs et les alliances que ça implique sont importants. Je développerai un peu plus sur le territoire parce que le temps passe, mais sur les filières, par exemple, vous connaissez sans doute le réseau européen qui s'est monté, qui s'appelle La Ville qui mange, justement, qui traite au-delà de l'agroalimentaire, la question des gens qui mangent, dont vous avez parlé. C'est à l'évidence, dans la construction d'une filière durable dans laquelle participerait la bio, parmi les acteurs stratégiques à explorer. Ça implique une autre pensée sur la gouvernance, qui est de considérer que le bien public est une co-construction. Le bien commun est une co-construction. Ça a été totalement refoulé pendant des années, aussi bien par l'approche politique en France, pour qui il y avait les biens publics produits par des instances publiques ou des régulations publiques, les biens privés produits par des acteurs privés, comme si c'était deux mondes qui s'ignoraient. Il a fallu le prix Nobel de Madame Osborne pour redécouvrir peut-être la supériorité d'un modèle coopératif sur des modèles de partage strict des rôles ou des modèles d'affrontement. Donc, il va falloir inventer ce que c'est que des contrats de filière durable, couvrant l'ensemble de la filière, et en reconnaissant les différents niveaux de régulation, puisque un des éléments majeurs de la théorie de la gouvernance, c'est de dire aucun problème ne peut se résoudre à une seule échelle, contrairement par exemple à la pensée sur la décentralisation en France, et donc le cœur de la pensée et de la pratique de la gouvernance, c'est comment on articule les différentes échelles. Et à l'évidence, une filière agroalimentaire et de consommation durable implique d'agir aux différents niveaux, depuis la question des semences autorisées, le combat sur le catalogue et sur les réseaux de semences paysannes au niveau européen, en passant par les normes et en passant par l'organisation des marchés locaux ou de la filière mondiale de la banane, puisque c'est le cas de travail sur la filière qui est actuellement, historiquement, je crois, le plus avancé au monde. Donc, sur la filière, il faut appliquer toute cette réflexion. Alors, j'en viens plus précisément au territoire. J'ai dit qu'un territoire ne pouvait pas se définir simplement par les institutions qui le gèrent. Donc, la question qu'est-ce qu'un territoire mérite d'être posée. J'ai dit qu'un territoire, c'était l'ensemble de la société qui l'occupait, mais alors comment en décrire opérationnellement le contenu? Et il m'a semblé que la définition, curieusement, la plus opérationnelle, c'était un nœud dans des systèmes de relations. C'est-à-dire que espérer délimiter des relations locales par rapport à des relations mondiales est sans espoir. Nous sommes en permanence traversés par le mondial et en permanence réorganisant du local. Par contre, si on regarde ces ensembles de relations, effectivement, il y a des nœuds dans les systèmes de relations, et ces nœuds, c'est ce qu'on peut appeler des territoires. Ce qui veut dire qu'on va s'intéresser à un territoire par ces systèmes de relations et par ces flux. Et je peux vous assurer que ce changement de regard d'une surface géographique ou d'un périmètre institutionnel
à un système de ration change complètement l'approche. Complètement l'approche. Un territoire, vous l'avez évoqué, peut aussi se définir par ses capitaux. Et la question, qu'est-ce que c'est qu'est le capital d'un territoire, fait partie, là aussi, des questions mal explorées. Je suis arrivé à la conclusion qu'il y a un territoire avec 4 types de capitaux, et d'après ce que j'ai entendu ce matin, la réflexion va vous sembler familière. Il y a d'abord, bien sûr, un capital matériel. Des infrastructures, des usines, des activités de traitement agricole, l'exploitation agricole, toutes les traces sur le terrain des investissements de nos pères sur un espace donné. Facile, relativement facile à identifier. Ensuite, il y a le capital naturel, une notion qui vous est familière, compréhension de comment fonctionnent les écosystèmes locaux et comment la société s'y inscrit bien ou mal, harmonieusement ou en prédatrice. Il y a ensuite le capital humain, qui est la somme des compétences des gens qui se trouvent là, sur le territoire. Mais il y a un 4e type de capital que j'ai compris au fil des années, justement en tant que praticien, en travaillant avec notamment des territoires urbains multiples et divers, c'est le capital immatériel. Le capital immatériel, ce n'est pas la somme des compétences individuelles des gens. D'ailleurs, vous pouvez trouver des territoires où vous accumulez des gens bardés de diplômes en plein effondrement. Une somme de compétences ne donne pas du projet collectif. Le capital immatériel, c'est les apprentissages qui sont développés au sein d'une société pour résoudre collectivement des problèmes. Donc c'est le résultat de processus d'apprentissage, et j'en ai vu des traces dans ce que vous avez évoqué, parce que quand on sait résoudre un problème, quand une société s'est habituée à le résoudre, alors sa résilience, autre mot que j'ai entendu, augmente considérablement. Je me suis posé la question historiquement, pourquoi est-ce que 2 sociétés apparemment identiques par leurs avantages naturels ou par leurs avantages humains, face à un drame, se comportaient de manière aussi divergente? Et la réponse me paraît tenir justement dans ce que le mot à la mode appelle résilience, mais qui est la capacité à réagir. Cette capacité à réagir est enracinée dans un ensemble d'apprentissages. Ce qui veut dire que dans la construction d'un territoire, toutes vos activités que vous avez désignées par action invisible d'ailleurs, toutes vos activités sont constitutives de la prospérité future du territoire. Parce que cet art de s'organiser, cet art de coopérer plutôt que de s'affronter, et moi je peux décrire dans des villes, il y a des villes qui se sont autodétruites. Marseille en a un très bel exemple. Marseille avait autant d'avantages que Barcelone. Barcelone est une des villes les plus prospères d'Europe, et Marseille a un foyer de tension sociale. Marseille, tout le monde se bat contre tout le monde. On a fossilisé des luttes, et ben c'est comme ça. Et donc, vous pouvez donner tous les avantages, tant qu'ils ne changeront pas, tant qu'ils ne construiront pas du capital immatériel, ils continueront, quels que soient leurs avantages apparents, à ce truc. Donc, le travail sur les capitaux est majeur. Alors, on arrive à une 3e dimension majeure des territoires, qui est l'ignorance où ils sont de leur métabolisme. Un territoire moderne, dit moderne, ne sait pas comment il fonctionne. Il est incapable de décrire des choses aussi élémentaires que l'argent qui rentre dans le territoire, la manière dont cet argent circule et sous quelle forme il ressort. De décrire ce qui, dans la prospérité du territoire, vient de choses achetées à l'extérieur ou de choses produites à l'intérieur. On sait simplement, avec les études de Davzy, qu'effectivement, les 9/10 des territoires français, c'est-à-dire l'Île-de-France et la région lyonnaise exceptée, sont tous des territoires qui ne visent majoritairement que de redistribution. C'est des territoires de redistribution. Mais voilà, on le sait parce que ça, on peut saisir les grands flux financiers. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces flux financiers pour produire de la prospérité du territoire? Les gens le connaissent extrêmement bien.
Donc un des enjeux majeurs, vous avez le papier dans votre dossier, de la construction des territoires aujourd'hui est d'inventer ce que j'ai appelé des agences économiques territoriales, c'est-à-dire des lieux d'analyse, d'expertise, d'action, de mobilisation de l'épargne locale, etc., qui permettent à un territoire de se connaître lui-même. Une ville moderne se connaît infiniment moins bien qu'un village chinois d'il y a 3000 ans, tout simplement parce que pendant la période de la révolution industrielle, cette connaissance n'était plus utile. Tandis que pour un village, connaître comment se reproduisait sa fertilité, etc., c'était tout simplement une question de survie. Donc si on veut bien admettre que l'économie est l'art d'accommoder les restes, l'art de tirer parti de ressources rares pour le bien-être de l'ensemble de la société, la question de l'autoconnaissance redevient tout à fait centrale. Alors, à côté des notions de territoire et de filière, de leur construction comme acteurs sociaux, une autre notion qui me paraît très importante à explorer pour vous est la notion de régime de gouvernance. Qu'est-ce qu'on appelle le régime de gouvernance? C'est les traits caractéristiques de la manière dont on gère un bien ou un service. Là aussi, je me suis rendu compte que le système de pensée qu'on utilisait aujourd'hui était totalement réducteur, avec cette notion de bien public et de bien privé, et qu'au fond, il fallait asseoir autrement les régimes de gouvernance appliqués aux différents biens et services qu'on aurait à gérer dans l'avenir. Et j'ai proposé une autre grille de lecture qui part de la nature même des biens et des services. Toujours l'idée que dans la gouvernance, un des grands principes, le troisième, c'est on n'enfonce pas des vis avec des marteaux, des clous avec des tournevis. Donc il faut trouver à chaque fois des dispositifs qui soient pertinents par rapport au problème qu'on veut résoudre. Chose qu'on ne fait pas. C'est-à-dire d'une banalité affligeante énoncée comme ça. Mais concrètement, nous sommes tellement héritiers de vieux systèmes que nous n'osons pas contester, que nous passons notre temps précisément à vouloir gérer les choses avec des outils profondément inadaptés parce que non questionnés dans leur origine et dans leur but. Et donc la grille de lecture à laquelle je suis arrivé est ce que j'ai appelé le test du partage. Il distingue 4 catégories de biens et de services. D'abord, les biens qui se détruisent en se partageant. Il y a beaucoup de choses, à commencer par les écosystèmes. Ou les patrimoines historiques, si vous le découpez en morceaux, vous le tuez. C'est ma métaphore du jugement de Salomon. Si vous prenez un enfant et que vous coupez en deux par esprit de justice, eh bien, il n'y a plus d'enfant du tout. Donc, première catégorie, c'est les biens qui se détruisent en se partageant et qui soit doivent être défendus par les tabous, soit être en tout cas protégés. Ensuite, il y a la deuxième catégorie dont ressortent essentiellement les ressources naturelles, qui sont des biens qui sont en quantité finie, c'est-à-dire que la créativité humaine ne permet pas de multiplier les ressources en sol, en eau, en énergie fossile, etc. Elle permet de mieux les mobiliser, c'est tout. Et ces biens posent un double problème de justice et d'efficacité. Ça donne un autre type, évidemment, de régime de gouvernance. Souvent lié à l'obligation d'articuler différentes échelles. On le conçoit bien au niveau des sols, on le conçoit bien au niveau de l'eau. Troisième catégorie, qui est les seules auxquelles, de mon point de vue, le marché s'applique convenablement, c'est les biens de type industriel, c'est les biens qui sont en quantité indéfinie, donc qui sont guidés par la créativité humaine et par le travail humain. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est les biens qui se multiplient en se partageant et qui, eux, relèvent à l'évidence de la mutualisation. Et on voit par quelle contorsion l'économie classique, à travers les droits de propriété intellectuelle, a voulu transformer en produit rare ce qui est un produit surabondant par nature. Et donc là, on rentre vraiment dans l'illégitimité de l'économie classique. Donc il faut pouvoir se situer par rapport à ces différentes catégories de biens et de services, et petit à petit, dire, nous allons inventer les régimes de gouvernance de l'eau, des sols, de l'énergie, etc.
Je ferai encore une observation propre à la monnaie et au niveau d'échange. L'idée de souveraineté alimentaire, prise dans son absolu, est de mon point de vue une fausse bonne idée, mais ça méritera débat. Je crois qu'aucun territoire n'est autarcique, et on est tous inscrits dans des systèmes d'échanges internationaux. La question est, comment est-ce qu'on articule différents niveaux d'échange? Et pour l'instant, on le voit très bien dans la tragédie grecque, on a, à travers l'économie monétaire, décidé qu'il y avait deux seuls bons niveaux d'échange qui étaient l'Europe et le monde. Si on regarde de nouveau l'économie sous l'angle de la gouvernance, c'est absurde. Toute l'efficacité de la gouvernance vient de la capacité à articuler différents niveaux. Mais en l'occurrence, articuler différents niveaux suppose différentes monnaies. Et deuxièmement, comment voulez-vous arriver à des sociétés durables si on utilise la même monnaie pour gérer ce qu'il faut économiser et ce qu'il faut relancer? Le logiciel intellectuel politique aujourd'hui, de la gauche, des écologistes et de la droite, est totalement muet sur cette question. Parce qu'ils ne se sont jamais attaqués à la théorie de la monnaie. Il est bien évident que si on veut économiser l'énergie fossile et en même temps développer le travail humain, ce qui est l'enjeu central de la cohésion sociale, alors il ne faut pas utiliser le même moyen de paiement et le même unité de compte pour ce qu'il faut économiser et ce qu'il faut relancer. Et donc nous n'échappons pas à reconnaître le plus rapidement possible que l'énergie est une monnaie à part entière et qu'on ne peut pas gérer le monde de demain avec une monnaie unidimensionnelle, qu'il faut plusieurs types de monnaies. Voilà le genre de domaine sur lequel vous êtes obligé de vous aventurer, si je peux me permettre, pour interpeller l'économie dominante. Je terminerai sur la question des stratégies de changement. Pour l'anecdote, j'étais en discussion hier avec EDF pour préparer un débat qu'on aura avec les cadres d'EDF en décembre, exactement sur le même sujet. EDF, monopole d'État, surpuissant, lié au nucléaire, est en apparence le plus éloigné possible d'une coopérative d'agriculture bio. Je trouve très étonnant, très encourageant, qu'il se pose les mêmes questions aujourd'hui, de mutation. Non plus de changement d'échelle cette fois-ci, mais de mutation pour survivre, tout simplement. Car leur modèle est dépassé. Alors, j'illustre par ça mon propos sur c'est quoi une stratégie de changement quand il s'agit d'un changement systémique, c'est-à-dire quand on ne peut pas dire si on coupait 100 têtes, hein, il va falloir que les têtes tombent. Vous vous souvenez du propos de Paul Quilles au congrès de Valence du PS en 1981, comme si le fait que des têtes tombent allait permettre de changer la vie. Donc dans une mutation systémique, il ne s'agit pas de couper des têtes, il ne s'agit pas de démolir un organe particulier. Comment ça se conduit un changement systémique? Ça, c'est une question qui m'a travaillé pendant des années. Et pourquoi c'est aussi difficile? Puisqu'on a l'air d'être impuissant au niveau politique, au niveau intellectuel, à appréhender ce changement systémique. Alors je suis arrivé à une conclusion qui est à la fois encourageante et inquiétante, mais dont je crois la portée concrète importante. Quand un changement est difficile, il y a deux types de changements difficiles. Il y a ceux qui exigent un objet difficile, si je puis dire, comme si on concevait un objet industriel hyper sophistiqué pour aller sur Mars, etc. Et puis un autre type de changement où, au fond, il s'agit d'agencer des changements dont chacun n'est pas si difficile que ça. Mais le problème est de les agencer. Et je suis arrivé à la conclusion que c'était notre situation.
Et donc, que identifier toutes ces composantes qu'il fallait mettre ensemble était stratégique. Ces composantes, j'en ai identifié 12 en 3 losanges, que j'ai appelé le losange des acteurs, le losange des échelles et le losange des étapes. Alors, le losange des acteurs, c'est-à-dire, au fond, pour qu'un changement se produise, il faut 4 catégories d'acteurs. Il faut d'abord des innovateurs, c'est-à-dire des gens qui se rebellent contre l'absurdité du quotidien, qui n'acceptent pas. C'est un indigné, un innovateur au départ, ou un rêveur. Mais c'est quelqu'un qui pose des actes. Alors c'est un bricoleur au sens propre du terme, il ne s'occupe pas de changer la théorie, il pose des actes. Ces innovateurs sont absolument indispensables au changement, car ils ébranlent cette idée de il n'y a pas d'alternative, chère à Margaret Thatcher, et ils montrent que ponctuellement il y en a, etc. Ces innovateurs, et vous en êtes tous d'une certaine manière, sont impuissants à produire par eux-mêmes le changement. Une somme d'innovation ne produit pas un changement. Ça produit une somme d'innovation. Alors, il faut une deuxième catégorie d'acteurs, ce que j'ai appelé les théoriciens, qui offrent une autre vision du monde et des éléments de cohérence vers où on pourrait aller. J'ai dit, pour commencer, pourquoi je suis devenu un théoricien d'occasion, un théoricien de circonstance, c'est quand j'ai vu que c'était, de mon point de vue, le chaînon manquant, le plus grave de notre situation actuelle. Il y a une troisième catégorie, très familière dans l'entreprise, dans l'industrie, moins familière des autres domaines, qui est les généralisateurs. Où les réseaux, comme les vôtres, jouent un rôle majeur. Les généralisateurs, on trouve, si vous voulez, dans l'entreprise, la différence fondamentale entre les petites filiales ou les entreprises extérieures qui vont créer de l'innovation radicale, parce que les grands machins normalisateurs ne créent que du perfectionnement, ils ne créent jamais d'innovation radicale. Donc on a besoin de lieux un peu fous, sortis des normes pour créer de l'innovation radicale. Mais à côté, ils ont leurs outils de recherche-développement et le passage du prototype à la série. Dans la vie sociale, on l'a très peu. Et donc la question de la capacité de réseaux comme les vôtres à non pas généraliser des bonnes pratiques, parce que je ne crois pas aux bonnes pratiques, mais à construire les échanges comme vous le faites pour pouvoir se nourrir de l'expérience des uns et des autres, et puis les systèmes de circulation de l'information, ça fait partie des systèmes généralisateurs qui sont vitaux pour changer d'échelle. Et puis enfin, il y a les régulateurs, ça a été très bien évoqué à propos de l'agriculture administrée et de l'endroit où on met l'argent, ou à propos des catalogues de semences, il y a ceux qui produisent de la norme, qui produisent du droit, qui produisent de la règle, et tant qu'on ne transforme pas ces conditions cadres, qui sont nées d'une autre époque, évidemment, on ne peut pas sortir. Et donc, construire les complicités entre ces 4 types d'acteurs est le premier losange de changement, et de veiller à ce qu'aucun ne méprise les autres. Parce que une des choses difficiles dans les rapports de recherche-action, par exemple, c'est que c'est des rapports entre frustrés. Le chercheur qui est frustré de ne pas agir et l'acteur qui est frustré de ne pas avoir le temps de penser et qui passe son temps à s'en excuser. Dépasser ces frustrations, ça fait partie des stratégies de changement, justement. Voilà le losange des acteurs. Deuxièmement, le losange des échelles. J'irai vite, ça recoupe pour 5 échelles de territoire, moi j'en ai 5 que 4 parce que j'ôte le département qui est artificiel, mais qui est une variété de description du territoire. Mais il y a effectivement le territoire, les niveaux étatiques, le niveau régional au niveau mondial et le niveau mondial. Et effectivement, c'est à ces 4 échelles qu'il faut travailler. C'est le rapport de De Scutter au niveau mondial. Là, il y a des alliances. C'est la transformation au niveau des réseaux qui doivent se construire au niveau européen, y compris avec les semences paysannes. C'est le niveau de la régulation nationale. Et c'est la construction des régulations au niveau local, y compris la monnaie. Et puis le troisième losange, c'est le losange des étapes. Qu'est-ce qu'il faut franchir comme étape pour conduire à un changement systémique? Il faut premièrement de la prise de conscience. Tant que la prise de conscience n'est pas générale, et c'est pour ça que j'évoquais EDF, que vraiment le système ne tient plus que par habitude,
vous ne vous mettez pas en mouvement. Deuxièmement, il faut une vision. Je l'ai évoqué à propos de mon concept d'autonomie. On ne quitte pas du certain pour aller dans l'incertain. Une vision ne veut pas dire que c'est ça qu'on atteindra. Vous savez très bien que Christophe Colomb était guidé par une vision qui était une erreur féconde, comme disent certains. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas du tout ce qu'il attendait, mais au moins, mais c'est parce qu'il savait qu'il avait un but précis, et donc dans un mouvement, se mettre d'accord sur une vision commune, sur l'insertion par exemple des filières agroalimentaires, sa contribution à l'approche territoriale ou à l'approche des filières durables, ça fait partie de ce que j'appelle la vision, c'est pour ça que j'avais beaucoup insisté sur l'économie. Il faut des alliés, des alliés à l'intérieur de la place et des alliés à l'extérieur. Et il faut les premiers pas, c'est-à-dire prendre confiance en se donnant quelques étapes concrètes dont on sait que c'est simplement des premiers pas vers la vision. C'est le vieux proverbe chinois cité par tout le monde que le plus long voyage du monde commence par un pas. C'est vrai que s'engager dans un changement systémique, c'est prendre confiance dans sa capacité à changer les choses et que ça s'éprouve dans les petites actions. Voilà, c'est la dernière chose que je voulais partager avec vous. Je crois que c'est une grille de lecture utile, me semble-t-il, pour regarder comment vous conduisez votre changement d'échelle. Voilà, merci.